Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes ensemble sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici nos titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est revenu à l'hémicycle face aux députés pour répondre aux questions sur la loi des finances exercice 2023. Après plusieurs heures d'échange, cette loi a finalement été jugée recevable et envoyée à la commission ECOFIN pour le dernier amendement. Le monde célèbre ce mercredi de novembre la journée mondiale de lutte contre l'impunité de crimes commis contre le journaliste. En RDC, Journalistes en danger a présenté son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état de médias et la liberté de presse en RDC. Dans ce rapport, GED note une hausse de chiffres par rapport aux années antérieures. Et en sport, en prévision du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2023, 41 joueurs pour le stage de Turquie ont été convoqués par les coachs Otis Ngoma. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. Le président kenyan William Ruto a annoncé le déploiement de troupes en République démocratique du Congo dans le cadre d'une intervention militaire régionale visant à soutenir le régime congolais face aux rébellions actives dans l'est de la RDC. Lors de cette cérémonie avec ses troupes, le président kenyan a déclaré: en tant que voisin, le destin de la RDC est lié au nôtre et nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune. Les nombres de soldats kenyans impliqués dans cette intervention de l'EAC restent inconnus, mais ils seront secondés par le militaire du Burundi, de l'Ouganda et Sud-Soudan en mission pour protéger l'humanité. Après épuisement de 48 heures qu'il avait sollicité, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est revenu le mardi 1er novembre à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés sur la loi de finances exercice 2023. Cette dernière a finalement été jugée recevable et envoyée à la commission ECOFIN pour le dernier amendement. Un reportage signé Josué Kalamba. C'est le mardi 1er novembre 2022 que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est allé répondre aux préoccupations des honorables députés nationaux sur la loi de finances exercice 2023. Celle-ci a été jugée recevable et envoyée à la commission ECOFIN. C'est avec une majorité confortable que les élus nationaux ont jugé recevable la loi de finances exercice 2023 présenté le 28 octobre dernier. Un débat fort, enrichissant a été ouvert à cet effet, assorti des questions des députés nationaux auxquelles le Premier ministre a répondu mardi 1er novembre devant la représentation nationale. La commission ECOFIN a un délai de 15 jours pour toiletter le texte avec le concours d'autres députés intéressés ainsi que les ministres et services publics concernés par des questions particulières de la commission. À l'ouverture de la séance plénière de l'avant-midi du mardi 1er novembre, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes d'atrocités de M23 à l'est du pays, notamment à Rutshuru. C'était aussi l'occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement, d'informer la nation avec promesse qu'une réponse et de moyens appropriés seront alloués pour les rétablissements de la paix et l'intégrité territoriale. Au chapitre de réaction, après que la loi des finances a été jugée recevable, les députés nationaux pensent qu'il faut garder espoir et surtout maintenir la confiance au Premier ministre et à son gouvernement sur le grand défi auquel le pays est confronté. On écoute les propos des députés au micro de Josué Kalamba.
Vous avez suivi l'ambiance qui était dans la salle. Le budget a été voté par acclamation par la majorité des députés. C'est un budget qui donne l'espoir et surtout avec les rubriques qui touchent la sécurité, les rubriques qui touchent la sociale, les rubriques qui touchent presque la santé. Tout ça, vous avez vu que ça a été majoré par rapport au budget de 2022. Ça donne l'espoir et c'est pourquoi nous espérons que cette fois-ci, le gouvernement va satisfaire les besoins de la population. Comme a demandé le chef de l'État, suivant même le discours du Premier ministre quand il a présenté le budget, il nous a dit, nous tous, nous devons être sereins, accompagner le gouvernement, accompagner les FARDC pour que l'ennemi, on puisse les bouter dehors. Et aucun centimètre du territoire de la République du Congo sera prise par les rebelles. Et nous espérons que ce que le Premier ministre a dit, et nous tous, nous sommes derrière les FARDC, derrière notre pays, pour que notre territoire soit toujours le territoire des Congolais. Et nous allons jouir avec ça et nous sommes prêts à accompagner les FARDC jusqu'à ce qu'aboute l'ennemi dehors. Restant toujours dans la chambre basse du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a échangé le mardi au Palais du Peuple avec Diane Keïta, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, la situation humanitaire, le recensement de la population et la place de la RDC dans la politique régionale et internationale étaient au menu de cet entretien. On l'écoute. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir eu l'opportunité de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale. J'ai été accompagnée du coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies en RDC, du représentant pays et de ma directrice régionale. Nous avons parlé de l'état du développement du pays, mais aussi de l'état humanitaire et aussi des questions politiques et de crise. Il a, avec toute sa sagesse, écouté nos propos pour les questions de développement, les questions de recensement et de l'habitat de la population, les lois qui sont en instance à approuver et également tout ce qui peut être fait aussi pour les indicateurs macroéconomiques qui sont très bien. Et ensuite, nous avons parlé des questions humanitaires et de la crise qui se passe dans l'Est aussi et des problèmes humanitaires pressants. Et enfin, de la politique. La politique régionale, nationale et internationale, et la place de la RDC. Nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes avec lui, le coordonnateur et le vice-président, pour voir comment aujourd'hui la RDC, qui fait des efforts énormes pour son développement, puisse se situer encore mieux sur la scène internationale et mener la bataille qui se doit pour le développement, pour l'humanitaire et pour la paix et sécurité dans le pays. Nous sommes présents, l'équipe pays est présente sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est de contribuer. Tout l'argent que nous mobilisons, les contributions volontaires que nous recevons de nos donateurs, pour la RDC, contribuent à cela. Le Fonds des Nations Unies par la population a un budget régulier qui est relativement élevé, sans compter les autres agences. On a plus de 23 agences ici et tout est à la disposition de la RDC pour le meilleur des intérêts de ces populations. Et bien sûr, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, la question des femmes, des jeunes filles et des personnes laissées pour compte sont extrêmement importantes pour nous. Ce sont les élus du peuple. Ils représentent le peuple. Et pour le Fonds des Nations Unies pour la population, et avec le coordonnateur résident, venir ensemble pour la première fois tous les deux, parler aux représentants du peuple est important pour nous, pour que quand le représentant du peuple parle au gouvernement, à l'exécutif, ils les entendent et on puisse les aider pour mettre la... En province, le gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima Kongba, a accordé une audience à l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Joe Ndeku, le mardi 1er novembre, au menu la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez.
Le Royaume de Belgique partage la souffrance du peuple congolais en ce moment de conflits armés. L'ambassadeur de Belgique à Kinshasa l'a indiqué ce mardi 1er novembre 2022 au sortir d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, en son cabinet de travail. Le diplomate belge, Joe Indekeu, a indiqué qu'il est venu à Goma pour se rendre compte de la situation qui prévaut en province et témoigner du soutien à la population du Nord Kivu. C'est-à-dire que nous regrettons évidemment ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé dans le passé. Nous condamnons toutes ces violences et la souffrance qui est infligée aux gens. Nous essayons de venir en soutien. Nous le faisons également au niveau de la FRDC, dans le cadre de l'entraînement. Et nous continuons renforçant nos programmes de formation de militaires congolais. Et deuxièmement, nous faisons également le nécessaire, ce qui est en matière d'aide à la population, civile, également le nombreux déplacés suite non seulement à ce qui se passe actuellement, mais également aux conflits antérieurs. Il faut dire que la Belgique apporte un soutien à la formation des FRDC à travers OCHA. Son pays a versé une assistance humanitaire pour les vulnérables. Mais nous, concrètement, nous travaillons à travers l'OCHA. Donc il y a le fonds humanitaire RDC dans lequel nous avons versé de l'argent, beaucoup d'argent. Et avec eux, nous sommes en train de voir comment pouvoir le mettre en place. Là, pour l'instant, il y a évidemment des problèmes d'accès humanitaire et nous avons vu également avec OCHA, avec le gouvernement militaire, de voir de quelle manière nous pouvons sécuriser un accès à cette population qui a besoin en effet d'aide. Joe Indekeu est venu aussi participer à l'inauguration des nouveaux bureaux du consulat belge à Goma. En marge de la journée mondiale des luttes contre l'impunité de crimes commis contre le journaliste en RDC, Journaliste en danger a rendu public ce mercredi 2 novembre son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état de médias et la liberté de presse en RDC. Dans ce rapport, GED note une hausse de chiffres par rapport aux années antérieures. En ce mercredi 2 novembre 2022, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'impunité de crimes commis contre les journalistes en RDC. L'ONG Journalistes en danger, GED, a rendu public son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et la liberté de la presse dans le pays. Dans ce rapport, GED note une hausse de chiffres par rapport aux années antérieures. Pour cette année 2022, GED a enregistré 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse répartis comme suit. 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 agressés, 17 médias ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés, 1 journaliste tué. Ce même rapport signale aussi les menaces et les pressions exercées notamment sur les correspondances de la presse internationale se sont multipliées. Par ailleurs, cette hausse de chiffres s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'environnement politique et sécuritaire marqué par des conflits armés à l'est du pays, l'existence d'une loi sur la presse répressive et vieille de plus de 2 décennies qui criminalise les délits de presse. Face à cette situation alarmante, le GED a formulé quelques recommandations prioritaires pour lutter contre ces menaces en RDC. Réformer sans délai la loi actuelle sur la presse en consacrant le principe de la dépénalisation des délits de presse et enfin doter la RDC d'une loi d'accès à l'information publique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le mardi 1er novembre à la cité de l'OIA le ministre nigérien du Commerce, Al-Kash Halda, et porteur d'un message du président nigérien Mohamed Bazoum.
Au menu, informations et invitations personnelles adressées au président Félix pour répondre personnellement au double sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey du 20 au 25 novembre 2022 avec comme thème l'industrialisation de l'Afrique et à la zone de libre-échange continentale. Les gouvernements congolais et l'Agence française de développement ont signé le lundi dernier la convention d'affectation pour les projets d'appui à la mise à la retraite des enseignants et d'amélioration de conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est une subvention de 25 millions d'euros qui entre dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Je vous propose d'écouter les propos de l'ambassadeur de la France en RDC, Bruno Aubert. C'est un sentiment de satisfaction. C'est une étape importante dans notre dynamique de coopération. D'abord, ce sont des montants importants, ça Madame la directrice pour vous en parler, sur un total de 37 millions. D'un côté, ce sont 25 millions sur le secteur éducation. Au titre de ce dispositif qui existe entre nos deux pays, de transformation de la dette en projet, qu'on appelle le C2D. Et donc ça c'est important. Et par ailleurs, 12 millions consacrés à l'autonomisation des femmes. Et moi, ce que je vois très important dans tout ça, c'est que ce sont les bénéficiaires prioritaires de notre coopération, c'est-à-dire les populations qui sont le plus dans le besoin, qui sont visés par ces projets. C'est-à-dire d'une part, vous avez les élèves, les jeunes, qui sont scolarisés et qui ont besoin d'avoir un environnement concret et favorable. Et ça commence avec les salles de classe. Et donc ce sont combien 538 salles de classe qui vont être créées à travers ce projet, et ça c'est très important. Et puis également la qualité de l'enseignement à travers le renouvellement du corps enseignant, puisque c'est un soutien au départ à la retraite des enseignants très âgés pour que les cohortes de plus jeunes enseignants puissent monter et prendre le relais. Et puis, bon, par ailleurs, il y a toute cette moitié de la population que constituent des très petites entreprises dans l'informel, et elles ont besoin de soutien, besoin certainement de crédit, d'encadrement, pour pouvoir avoir un meilleur contrôle de leur vie, de leurs revenus et des opportunités économiques qui s'offrent à elles. Et donc là aussi, c'est un sujet très important qui est vraiment, nous savons que c'est au cœur des préoccupations du gouvernement congolais, mais c'est aussi au cœur de nos priorités de coopération avec la RDC. Donc pour répondre à votre question, motif de satisfaction, c'est un pas en avant important. Le seul atout que la RDC a face aux défis sécuritaires et du danger de balkanisation que lui imposent ses voisins et les États occidentaux, c'est sa population. La journaliste belge Colette Brackman, qui l'a dit dans son édito, invite la classe dirigeante congolaise à bien entretenir cette force et les Congolais à comprendre que la RDC n'aura que des amis qui voudraient profiter de ses richesses. Situation sécuritaire de la RDC, Colette Brackman fait son analyse et formule des recommandations à la RDC. Pour elle, le Congo n'a d'amis que lui-même. Commençant son édito par une question rhétorique. Quand donc les Congolais comprendront-ils que leur pays est trop vaste, trop riche pour avoir des amis sincères? Brackman démontre sa thèse en partant de Léopold II jusqu'à Félix Tshisekedi et démontrant à travers les alliances que la RDC a connues jusqu'ici ont conclu avec les présidents africains et occidentaux que les uns et les autres ne viennent en RDC qu'avec des logiques parasitaires ou utilitaristes, c'est-à-dire tirer profit de la RDC dans les secteurs de leur choix. En matière de collaboration avec les pays occidentaux et africains, Brackman a pris soin de relever les fautes de chaque chef de l'État congolais dès l'indépendance à nos jours. Pour Colette Brackman, tous les voisins congolais sont dévoués mais intéressés à la RDC et sont prêts à en découdre sur le sol congolais pour défendre leur butin et ou leur sécurité. La conclusion de Colette Brackman,
En réalité, le seul allié du Congo, c'est sa population elle-même, qu'elle décrit comme demeurée attachée à l'intégrité territoriale, farouchement hostile à la balkanisation, toujours désireuse de participer à des élections démocratiques et de jouir d'une liberté d'information et d'expression exceptionnelle. Cette population, poursuit Brackman, est jeune, dynamique et résiliente. Patiente aussi, elle croit toujours religieusement que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Le conseil de Brackman est tel qu'au lieu de parcourir les capitales étrangères, de quémander des soutiens ambigus et de dilapider leurs ressources, les dirigeants congolais auraient intérêt de toute urgence à miser sur cette population, à la faire bénéficier des richesses du pays et à l'aider à défendre sa souveraineté. Un conseil panacée, opportun et pertinent, car l'analyse est géopolitique et que jusqu'ici, la communauté internationale ne fait que prescrire des solutions qui ménagent intérêt et impunité judiciaire aux voisins agresseurs utilisés comme État gendarme et aux États patrons complices qui enhardissent les agresseurs de la RDC en se faisant oublier, alors que ce sont eux et leurs multinationales qui s'efforcent d'imposer le sida sécuritaire à la RDC ou la balkanisation pour leurs seuls intérêts. L'actualité, c'est également la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé le mardi les travaux de construction de son propre entrepôt dans le quartier Kingabwa à Kinshasa. Un espace de 25 865 mètres carrés. Ce terrain va disposer de 3 bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. Il avait été acquis par la centrale électorale au mois de septembre dernier. C'est le mardi 1er novembre 2022 à Kinshasa, précisément dans la commune de Limete au quartier Kingabwa, que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a officiellement lancé le travaux de construction de l'entrepôt acquis par la centrale électorale. Il était accompagné du questeur Agé Matembo, du questeur adjoint Sylvie Birimbano, du secrétaire exécutif national Toto Mabikou et de membres de la plénière, à savoir Joséphine Ngalula et quelques cadres de la direction de logistique. Oui, la visite est motivée par le fait que nous devions formellement lancer les travaux qui ont déjà commencé. Et on est vraiment à pied d'œuvre pour construire des hangars qui vont servir de dépôt. Ça sera le plus grand dépôt de la CENI dans le pays. Comme ça, on va entreposer tout ce qu'on a comme matériel et tout ça. Donc c'est un moment très important parce que nous ne voulons pas continuer à être des locataires. Et à ce sujet, nous ne pouvons que remercier le gouvernement du pays pour nous avoir donné les fonds pour faire ce travail qui est encore en train de se faire. Nous ne sommes pas encore au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc c'est un moment très important parce que ça signifie qu'à l'avenir, la CENI n'aura plus de problème d'entreposage, tout au moins en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Et maintenant nous entrons dans la phase des opérations. Nous voulons faire un peu d'une pierre deux coups. Pendant que nous sommes en pleine opération, nous n'arrêtons pas les travaux, nous continuons à construire pour que à l'avenir, on n'ait plus de problème d'espace. Denis Kadima se voulut formel, réaffirmant la ferme détermination de son équipe à remplir la mission qui lui est dévolue. Rappelons que ce nouvel espace, acquis le 15 septembre 2022 d'une superficie de 25 865 mètres carrés, dispose de 3 bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. Et puis en sport, dans le cadre de la préparation de Léopard en prévision du championnat d'Afrique de Nations CHAN Algérie 2023, 41 joueurs ont été convoqués pour le stage de Turquie par les coachs Otis Ngoma. Sami Bossongo pour le détail. Razak tarde à dégager, ballon récupéré.
En prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football CHAN qui va se disputer du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, le staff technique des Léopards A-Prime ne dort pas sur ce laurier. Pour mettre les joueurs dans des conditions optimales de réussir ce championnat, le sélectionneur principal des Léopards A-Prime, Otis Ngoma, a publié mardi 1er novembre la liste des 41 joueurs présélectionnés pour le stage de Turquie. Un stage de 7 jours qui commencera le 14 pour s'achever le 21 novembre 2022 et qui verra la sélection A-Prime congolaise livrer 2 rencontres amicales, la première contre la Gambie et la seconde face au Niger, respectivement le 17 et 20 novembre. 5 gardiens ont été retenus, notamment Siadi Bagio de Tout-Puissant Mazembe et Jackson Lunanga de l'AS Manema Union. 12 défenseurs dont Kevin Mondeko Zatou du Tout-Puissant Mazembe, Fingi Magema de l'AS Vita et Mouké Kakabala de l'US Tchenkunku. Ce sera samedi, le match est terminé, victoire de la République démocratique du Congo. Pour terminer, le TP Mazembe a effectué une première sortie olympienne à cette 2e édition de la Ligue des Champions de la CAF version féminine en battant les Égyptiens de Ouad Degla par 1-0 au stade de Marrakech au Maroc. C'était le 31 octobre dernier. Le tout-puissant Mazembe Dame a réussi son entrée en lice à la phase de groupe de cette 2e édition de la Ligue des Champions féminine de la CAF lundi 31 octobre au stade de Marrakech en terre marocaine. Il a terrassé par 1-1 la valeureuse équipe correspondante de l'Égypte Wadi Degla. But marqué dès la 7e minute par la joueuse Merveille Kanjinga, la pièce maîtresse de la ligne offensive des Corbeaux. Mauvaise note dans ces duels, c'est l'expulsion de la joueuse Justine Bossu consécutivement à un carton rouge lui infligé. Dans l'autre match du groupe B, les Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns ont battu les Nigérianes des Bayelsa Queens par 2-1. Le prochain match de Tout-Puissant Mazembe, c'est demain, jeudi 3 novembre, dans le même stade à 20h, contre les Nigérianes des Bayelsa Queens qui ont été battues par les Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns par 1-2. Et les premiers adversaires du Tout-Puissant Mazembe, à savoir les Égyptiennes de Wadi Degla, vont se mesurer aux Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns. Ce journal est complètement terminé, mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est revenu à l'hémicycle face aux députés pour répondre aux questions sur la loi des finances exercice 2023. Après plusieurs heures d'échange, cette loi a été finalement jugée recevable et envoyée à la commission ECOFIN pour le dernier amendement. Le monde a célébré ce mercredi de novembre la journée mondiale de lutte contre l'impunité de crimes commis contre le journaliste. En RDC, Journaliste en danger a présenté son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état de médias et la liberté de presse en RDC. Ces rapports notent une hausse de chiffres par rapport aux années antérieures. Et puis en prévision du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2023, 41 joueurs pour le stage de Turquie ont été convoqués par les coachs Otis Ngoma. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. Au revoir.